Les îles de l'archipel d'Hawaï possèdent bien tous les ingrédients qui ont façonné le mythe d'île paradisiaque perdue au milieu du Pacifique. Au-delà des clichés, nous allons aussi vous faire découvrir des lieux moins connus et plus sauvages, que ce soit sur les îles de Maui, Kauai ou Big Island. À travers des rencontres inattendues, c'est toute la culture hawaïenne qui apparaît alors dans une nature puissante, volcanique, que viennent apaiser les chants et les danses du hula. Oahu est sans doute l'île la plus connue de l'archipel. Sa capitale, Honolulu, a forgé le mythe hawaïen à travers de nombreux films américains. Aujourd'hui, Honolulu est une grande ville de près de 350 000 habitants. La fameuse plage de Waikiki a perdu de son envergure et de son cachet. En moins de 20 ans, la pression immobilière d'un côté et la montée des eaux de l'autre ont réduit de plus de 50% la taille de la baie. La plage et ses abords sont entièrement dominés par de grands hôtels et les rues adjacentes sont devenues un immense centre commercial. Seules les planches de surf rappellent que nous sommes dans le berceau du surf. Malgré un passif historique douloureux, les touristes japonais viennent en nombre pour découvrir cette surf culture si exotique à leurs yeux. Sur la plage de Waikiki, le légendaire Royal Hawaiian Hotel est coincé entre deux tours d'un complexe hôtelier. Mais le véritable symbole immuable d'Hawaï, c'est Duke Kahanamoku, double champion olympique de natation en 100 mètres nage libre entre 1910 et 1920. Et surtout, ambassadeur emblématique du surf qu'il a fait découvrir en Australie et sur les côtes américaines. Un restaurant à son nom est décoré de vieux clichés rappelant qu'il a été aussi l'inventeur du surf moderne en créant de nouvelles figures dans une discipline qui jadis à Hawaï était exclusivement réservée à la famille royale. Aujourd'hui, les Beach Boys, les moniteurs de surf, essayent de faire partager tout l'esprit du surf et d'Hawaï, l'Aloha Spirit, en profitant des ondulations raisonnables des vagues de Waikiki. On a même ressorti les pirogues hawaïennes capables d'affronter les houles de haute mer pour faire naître quelques frissons à proximité de la plage. L'image du Beach Boy n'a pas trop souffert de la surpopulation. Ils n'ont aucune peine à trouver des clients. À l'extrémité de la plage se dresse le cratère de Diamond Head, une des autres marques visibles de Waikiki, dont les flancs abritent les quartiers chics de Kahala. Le cratère est accessible par une route et des tunnels creusés par les militaires au début du siècle dernier. Plus au sud, de belles propriétés échappent au brouhaha d'Honolulu et profitent d'une situation splendide face au Pacifique. Le quartier chinois est un des lieux historiques de la capitale. Au XIXe siècle, l'industrie de la canne à sucre avait besoin de main-d'œuvre. Chinois et Japonais sont alors arrivés en nombre. Les plus malins se sont installés près du port pour ouvrir des commerces dont l'architecture donne un cachet particulier à ce Chinatown inattendu. Aujourd'hui, les Chinois représentent plus de 15% de la population de l'île, dont 80% habitent à Honolulu. Quant aux Japonais, ils représentent 22% de la population. L'immigration japonaise date de 1886, soit peu après celle des Chinois. Quelques demeures coloniales rappellent aussi que les Européens sont arrivés sur Oahu en 1778. Pearl Harbor est toujours aujourd'hui une immense base aéronavale située à la sortie d'Honolulu vers le nord. C'est le lieu le plus visité d'Hawaï, parce que le 7 décembre 1941,
l'armée japonaise a attaqué par surprise la flotte aéronavale américaine, lui infligeant des pertes énormes. 10 navires de guerre, 188 avions, sans oublier 2400 morts. Un des traumatismes les plus importants infligés aux États-Unis. Dans ce qui allait faire entrer l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale, Pearl Harbor est aujourd'hui un lieu de mémoire et de recueillement au milieu de navires et des armes de l'époque. Oahu, comme ses îles sœurs, s'est constitué par des volcans, aujourd'hui endormis. Ils ont néanmoins sculpté la physionomie d'une partie de l'île. Sur la côte nord, le fameux North Shore, les plages de sable ont remplacé les rochers volcaniques. La vie est rythmée par le surf. Aliva est un petit village où l'on compte bien plus de magasins de surf que d'épiceries ou encore de restaurants. On y entretient volontiers une ambiance de plage, même si l'afflux de touristes a attiré un commerce plus éloigné de l'idéal de vie des surfeurs. Ce que les visiteurs savent moins, c'est que dès le mois de mars, les vagues qui ont fait la légende de cette côte disparaissent. Et les vaillants surfeurs de houles géantes partent aussi pour des pays plus exposés aux houles pendant l'été. Sunset Beach, Pipeline, toutes ces vagues légendaires sont étonnamment calmes. Et les plages ne sont fréquentées que par des Hawaïens venus se baigner en famille et quelques touristes. En longeant la côte par le nord, quelques fermes ont profité d'une terre riche pour produire des légumes et des fruits dans une île qui importait quasiment tout. Cette ferme est le résultat d'un accord passé par 2 familles d'agriculteurs présents sur l'île depuis 3 générations. Les Matsuda et les Fukuyama, qui avaient émigré du Japon vers Hawaï au début des années 1900 pour venir travailler dans les plantations de canne à sucre. Depuis 2005, ils produisent et distribuent sur Oahu des fruits et des légumes comme la papaye ou encore le taro. Plusieurs parcelles sont en transition pour produire en agriculture biologique, un mode de culture de plus en plus populaire sur tout l'archipel. En empruntant la côte est pour se diriger vers le sud, le relief devient spectaculaire. Une roche volcanique et jeune, découpée à l'extrême, entoure des baies et de profondes vallées. À Kaneohe, les temples, les lieux de mémoire, ont trouvé dans cette nature spectaculaire un écrin apaisant. Le volcan Ko'olau aurait connu sa première éruption il y a environ 2,5 millions d'années, suivie de poussées tectoniques et d'érosion. De nouvelles éruptions ont réveillé le Ko'olau, dont la plus récente pourrait avoir eu lieu il y a 10 000 ans. L'arrivée de visiteurs étrangers, avec l'introduction de nouvelles espèces ces 300 dernières années, ont modifié le patrimoine botanique des îles. Il était urgent de préserver les plantes et les forêts primaires, comme dans le jardin d'O'Maluia, qui signifie « faire une place de paix et de tranquillité ». Un peu plus au sud, la ville de Kailua est la ville la plus importante dans cette partie de l'île. Sur les hauteurs, enfouies dans la végétation au pied du Ko'olau, Tom Stone tente de préserver au mieux la culture hawaïenne. Tom Stone est une des légendes du surf à Oahu. Dans les années 1970, il a fait partie des intrépides qui affrontaient les houles d'hiver sur la côte nord. Aujourd'hui, il fabrique des planches de surf traditionnelles. Les gens, lorsqu'ils viennent ici, parlent de surf ou de hula. Donc, ce sont ces 2 thèmes qui caractérisent Hawaï aux yeux du monde. Mais à Hawaï, il y a tellement d'autres choses qui constituent toute notre culture. C'est très complet. Et les gens n'y songent même pas.
Nos cultes déjà sont complexes. Il y en a qui pensent que l'on est catholique ou que nous croyons en Jésus-Christ ou en Dieu, mais ce n'est pas le cas, même si certains parmi nous le sont. Lorsque nous parlons de spiritualité, nous vénérons quelques 400 000 dieux différents. Oui, ça en fait beaucoup, mais c'est ce qui constitue qui nous sommes. Aujourd'hui, on peut aller dans n'importe quel magasin et acheter une planche de surf. On peut en trouver une à un très bon prix. Ce n'est pas un problème, mais en fabriquer une et pouvoir la maîtriser, c'est une autre histoire. Quand je dis fabriquer, je parle des règles de l'art dans la tradition hawaïenne. Il ne s'agit pas d'un surf à la française ou à l'australienne ou encore à la californienne. C'est une planche purement hawaïenne qui est fabriquée traditionnellement pour être surfée à l'ancienne. Et ça fait partie de notre culture. Tom accueille aussi chez lui des personnes qui souhaitent approfondir différents aspects de la culture hawaïenne. Il leur apprend par exemple à creuser un tambour dans un tronc de cocotier. Les gens viennent ici, je leur enseigne les méthodes traditionnelles pour fabriquer différentes choses dont nous avons réellement besoin pour pouvoir exprimer notre culture. Autour de Kailua, les plages se succèdent pour atteindre la baie de Waimanalo et le point le plus à l'est de l'île, Makapu'u Point. En face, l'île de Manana, qui est un cône de tuff volcanique, est aujourd'hui une réserve naturelle. En progressant vers le sud, on atteint Sandy Beach, une plage où les vagues sont adaptées à la pratique du bodyboard, un simple pain de mousse que l'on utilise comme une planche de surf, mais plus facile et plus maniable. L'extrémité de la côte sud présente un visage très volcanique. Ici, les Japonais se recueillent devant Jizo, le gardien des pêcheurs. Nous partons maintenant vers l'ouest de l'archipel sur l'île de Kauai, plus petite qu'Oahu, devenue une véritable icône du paradis tropical après qu'Hollywood y ait tourné plusieurs films dans les années 1950. C'est au nord de l'île, autour de Princeville, que se concentrent les plus belles propriétés, sans oublier de nombreux grands hôtels. Juste à côté, la vallée d'Analei, avec sa terre fertile, est un des jardins de l'île où l'on cultive surtout des légumes, et en particulier le taro, une plante traditionnelle qui a nourri les Hawaïens pendant des centaines d'années avant l'arrivée des Occidentaux. C'est un légume qui possède aussi une dimension spirituelle, et à ce titre, il est très respecté. Analei est un village qui s'est retrouvé dépassé par son succès. Plusieurs grands surfeurs sont originaires de cette partie de l'île. On y vient presque en pèlerinage, ne sachant plus trop si ce sont les surf shops et les restaurants qui sont le point d'attraction ou les plages magnifiques qui entourent cette baie. Comme sur Oahu, en été, les vagues sont calmes et accessibles, alors qu'en hiver, elles peuvent vite dépasser plusieurs mètres de haut.
Plus à l'ouest, la route s'arrête et c'est le début de la côte de Napali. 35 km d'alternance de plages, de falaises spectaculaires, accessibles uniquement à pied ou en bateau. À l'intérieur, des archéologues ont trouvé des traces d'une civilisation qui daterait d'1 millier d'années. La présence de systèmes d'irrigation et de culture en terrasse indique qu'ils étaient une société plutôt avancée pour l'époque. Une des curiosités de l'île, ce sont les poules et les coqs qui vivent en liberté. À la suite des ouragans de 1982 et 1992, des centaines de volatiles se sont échappés des élevages éventrés et se sont très bien adaptés à la vie sauvage. En repartant vers la côte est pour descendre vers le sud, Anaola est un village paisible de pêcheurs et de fermiers. L'école de Kanuki Kapono est publique. Elle accueille tous les enfants des environs. Le matin, avant le début des cours, les élèves se rassemblent pour le piko, des chants en hawaïen qui marquent le début de la journée. Le retour de la langue et de la culture hawaïenne est quelque chose d'assez récent. L'arrivée des Anglo-Américains, et plus particulièrement des évangélistes protestants en 1820, firent interdire la pratique de la langue et bannir également les danses comme le hula. Calvina Kamealoha Gomez enseigne le hula. Je suis particulièrement heureuse de constater que la jeune génération peut parler l'hawaïen. Mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient battus s'ils parlaient leur langue. Et c'était aussi une honte d'être hawaïen. La prédominance américaine était telle que c'était gênant de mettre en avant la culture hawaïenne. Mes parents et grands-parents ne parlent pas l'hawaïen, mais mes enfants le parlent. Je suis donc heureuse de ce juste retour des choses. Bon, là, c'est le seul repère que vous allez avoir pour pouvoir tourner. Bon, allez, on y va. Le hula est accompagné de chants, le mele. Les gestes donnent une signification supplémentaire aux paroles autour de thèmes souvent liés à la nature. Pour moi, le hula, c'est ce qui est au cœur de la culture hawaïenne. C'est le pouls qui nous maintient en vie. C'est parce qu'il nous raconte notre histoire, qu'il nous rappelle notre histoire, à travers les rois qui nous ont gouvernés. Et je l'expliquerai comme une expression de notre amour, de notre peuple, de notre culture. Et c'est quelque chose qui fascine beaucoup de monde. Et si ça attire autant de monde, c'est parce que nous le faisons avec passion et qu'il y a du sens dans notre démarche. Maoli et Hippo, la directrice de l'école, se joignent à Calvina pour animer une répétition avec des kaeke-eke, que l'on frappe au sol, une préparation pour le spectacle de fin d'année.
En fin de journée, plus au sud, dans la baie de Lihue, la capitale de l'île, une autre passion anime les locaux, la pirogue, comme au Kaiola Canoe Club. Les adultes se préparent à sortir alors que les jeunes filles viennent de rentrer. La pirogue polynésienne est une tradition, mais aussi un sport exigeant sur le plan physique. Certaines courses emmènent les concurrents en haute mer et là, c'est la solidité et la cohésion de l'équipage qui fait la différence. Pour cette séance de fin de journée, les bateaux restent au calme dans la baie. Certains viennent prendre quelques vagues. Sur ce spot, à la sortie de la ville, on vient en famille. Le surf se transmet de mère en fille et de père en fils au fil des jours. Un apprentissage long qui demandera de la patience et de la persévérance. Au sud de l'île, à Anapepe, la mer est calme. Ici, on s'intéresse plutôt au sel que l'on récolte dans de petits bassins après avoir fait évaporer l'eau de mer. La côte ouest est entièrement sauvage. Une route permet de s'enfoncer dans une des vallées les plus spectaculaires de l'archipel, celle de la rivière Waimea. Ce canyon spectaculaire s'est formé à la suite de plusieurs éruptions des deux principaux volcans de l'île. Les changements de strates et de couleurs suivant les vallées correspondent à différentes éruptions dans le temps. Avec des falaises allant jusqu'à 750 mètres de haut, le canyon fait environ 16 km de long. Comme pour cette partie de l'île, il y pleut souvent, générant de spectaculaires cascades. Nous retrouvons Maoli, une des enseignantes de hula à Anaola. Elle rend visite en fin d'après-midi à Angeline Hopkins-Losey, qui pratique le lomi lomi, un massage traditionnel. Elle aime accueillir des amis pour chanter, ce qui lui permet d'oublier un peu ses ennuis de santé. Au fil de l'après-midi, son fils vient la rejoindre, lui aussi un très bon chanteur. Ce qu'elle aime plus que tout, c'est le hula, qu'elle a brillamment pratiqué. Ses amis n'hésitent pas à conclure ainsi leur visite.
Nous quittons Kauai pour Big Island, la plus imposante de l'archipel. Sa taille est plus grande que l'ensemble des îles réunies. Relativement épargné par le tourisme, il y règne une atmosphère particulière, sans doute due à la présence de ces volcans imposants encore en activité. Le site restauré de Ka'alu'u-Manowai est une des réalisations concrètes pour les Hawaïens de se reconnecter à leur histoire. Les autorités n'ont pas hésité à faire fermer un hôtel pour que ce lieu de culte et de prière retrouve sa physionomie d'origine. Tout au long de la côte ouest, autour de Kailua Kona, des lieux sacrés sont réhabilités et désormais protégés. Toujours à Kailua Kona, la première église chrétienne construite sur l'île en 1820 essaye de préserver cette structure en bois. En cette fin de semaine, l'école de danse de Kailua organise un petit spectacle sur le front de mer. Le hula est bien sûr à l'honneur. Les jeunes filles prennent le relais en utilisant des kala'au, des baguettes de bois visant à rythmer la danse. Sur la promenade, l'association KEA défile pour attirer l'attention du public sur le projet d'installation d'un télescope géant au sommet du Mauna Kea, le plus haut volcan de l'île. Le problème soulevé est que les télescopes existants sont sur un territoire sacré, qui a déjà été largement empiété par les installations actuelles et que ce projet, équivalent à un immeuble de 18 étages, causerait des dommages supplémentaires à l'environnement et aux lieux sacrés. Toujours sur la côte ouest, le site historique de Kaloko-Onoko'au a restauré toute une zone d'habitat utilisée par les Hawaïens il y a plusieurs centaines d'années. Le site était organisé autour d'un grand piège à poissons dans la baie, aménagé avec des blocs de lave. La société était très hiérarchisée et seuls les chefs avaient le privilège d'une case spacieuse. Bien que dominée par la lave, l'île possède quelques plages magnifiques qui demandent un peu de curiosité pour pouvoir les trouver. L'archipel s'est créé par la poussée de plusieurs volcans. Le Mauna Kea date d'environ 1 million d'années. C'est un volcan bouclier, ce qui explique l'absence de cône au sommet. Il est né à l'aplomb du point chaud alimentant les autres volcans de l'île. Sa dernière éruption remonte il y a 4500 ans, mais il n'est pas considéré comme définitivement endormi. Sur les pentes du volcan, la faune et la flore constituent plusieurs écosystèmes en fonction de l'altitude, dont la plupart sont endémiques, mais menacés par des espèces invasives. À 3000 mètres d'altitude, l'association KEA campe jour et nuit pour défendre les territoires sacrés du sommet, menacés par le projet du nouveau télescope. Jadis, personne n'avait le droit de monter au sommet du volcan. Tout le monde respectait le caractère sacré du lieu. Si on prend par exemple le lac Waiao, c'est un endroit où on va encore jeter le cordon ombilical d'un nouveau-né après sa naissance.
Autour du sommet, qui est à 4200 mètres d'altitude, de nombreuses pentes ont encore de la neige. Le Mauna Kea est l'un des meilleurs sites au monde pour l'observation astronomique. L'atmosphère au-dessus du volcan est extrêmement sèche et donc offre une qualité de vision optimale pour les 13 installations destinées à scruter le ciel et les étoiles. Sur la côte est, Hilo est un peu le cœur de l'île. Malmené par des tsunamis, constamment arrosé par la pluie, c'est un des endroits où il pleut le plus au monde. Pourtant, la diversité de sa population, venue des 4 coins du monde au moment de l'exploitation de la canne à sucre, son charme suranné, en font un lieu attachant. Avec un tel climat et un sol aussi fertile, les fermes s'étendent sur des kilomètres. Ici, l'approche écologique de l'agriculture et les exploitations bio ont pris une ampleur importante dans la région. Des forêts se sont assez facilement reconstituées et d'abondantes chutes d'eau circulent de bassin en bassin. La partie sud-est de l'île est dominée par le Kilauea, le volcan le plus jeune et le plus actif sur Terre. Il est en éruption depuis 2008 avec des fréquences plus ou moins spectaculaires de coulées de lave qui ont remodelé le paysage. Le cratère est constamment surveillé. Des émanations de gaz dangereux rendent son approche hasardeuse. Les écoulements de lave sont imprévisibles. Il est actuellement dans une phase calme. Il y a quelques années, les coulées ont complètement recouvert un village et une route, se déversant ensuite dans la mer. Après le passage de la lave, la vie reprend le dessus, comme ici, dans une zone balayée en 1983. On estime à environ 2 km² la surface gagnée par la lave sur la mer. Un œil exercé arrive à distinguer tout autour de l'île les coulées de lave qui ont modifié le paysage, ou celles plus récentes qui ont provisoirement banni toute végétation. Le nord de l'île, et en particulier la région autour de Waimea, est épargné par ces phénomènes. Abrité par le Mauna Kea, considéré comme endormi. À Waimea, c'est la terre des ranchs. Le climat peut y être très humide ou très sec, à quelques kilomètres de distance. Les différences sont spectaculaires. De la Waipo Valley, en bord de mer, aux plaines de Waimea, plus à l'intérieur, les conditions sont idéales pour élever du bétail. L'herbe est abondante, le climat plus doux que dans les plaines dominées par les champs de lave. Le ranch de Dahana est à 800 mètres d'altitude. On est bien loin de l'ambiance tropicale des autres îles. Ici, c'est la culture des Paniolo, les cow-boys hawaïens. Sur plus de 1000 hectares, la famille Nakoa élève du bétail et surtout des chevaux. Pahakoala, un des frères, n'a rien à envier aux cow-boys américains. On fait pas mal de choses ici, mais notre principale activité est d'élever des chevaux. Ce sont des chevaux de race, on a aussi du bétail et nous recevons aussi des visiteurs pour des promenades. Nous élevons des quarter horse, des chevaux de course américains. Ce sont surtout des chevaux destinés à la performance sportive.
Les premiers cow-boys, ou plutôt vaqueros, sont arrivés à Hawaï en 1825 d'Espagne et du Portugal. Ce sont eux les premiers qui ont enseigné l'art d'élever des chevaux aux Hawaïens. Ouais, c'est vrai qu'ici, l'herbe est toujours verte parce qu'il pleut beaucoup, mais les vaches et les chevaux aiment ça. Pour l'heure, il s'agit simplement de rentrer ce petit troupeau avant la tombée de la nuit. Située au centre de l'archipel, l'île de Maui fait environ la même taille qu'Oahu. C'est sans doute avec Kauai l'île la plus visitée. La vallée d'Iao est pour les Hawaïens un des lieux les plus emblématiques de l'île, avec une forêt primaire qui entoure le Pu'ukukui, le sommet de l'île. C'est aussi une vallée où en 1790, le roi Kamehameha, qui prenait alors le contrôle de tout l'archipel, livra une bataille féroce contre les habitants de Maui. À Maui, ce sont les windsurfers qui ont participé à la réputation de l'île balayée par les alizés. Depuis 30 ans, toute une industrie s'est développée autour du windsurf. Et le petit village de Paia est passé sans transition de l'industrie de la canne à sucre à celle du surf et du vent. Les Européens sont venus s'y installer en nombre, remplaçant peu à peu les hippies venus dans les années 70. Les premières exploitations de canne à sucre ont commencé en 1857, suivies par l'arrivée d'une main-d'œuvre chinoise importante, accompagnée de marchands et d'épiciers. Au moment du ralentissement de cette activité, dans les années 50, Paia était sur le point de disparaître. Aujourd'hui, c'est l'un des points d'attraction de l'île. Will Hunt est le fils d'un de ces pionniers du windsurf. Il a remis au goût du jour la noix de coco. Peu de gens connaissent les vertus et les bénéfices de ce fruit. Quand j'ai commencé à grimper sur les cocotiers, les gens se sont moqués de moi. Comment les gens peuvent être intéressés par les noix de coco. Et ensuite, j'ai commencé avant que les autres s'y intéressent. Et j'ai pu rassembler beaucoup d'arbres. Et maintenant, ça fait un beau volume. C'est devenu un gros business. Tout le monde veut faire de la noix de coco. Tout le monde veut faire du business avec ça. Et c'est en train de devenir une industrie. On la met en boîte, il y a un gros stock ici. Quand j'ai commencé, il n'y avait rien du tout. Juste de la noix à l'état sauvage. À côté de Paia, la plage d'Ukipa fait partie de l'histoire du windsurf. C'est ici que se sont forgées les légendes dans des conditions parfois dantesques. Malgré l'arrivée du kitesurf, un surf tracté par une voile de cerf-volant, le windsurf reste le sport roi à Ukipa. À l'autre extrémité de la plage, la vague de pavillons plus accessible est destinée à l'initiation et aux plus jeunes. L'industrie de la canne à sucre n'a pas complètement disparu à Maui. Il y a encore de grands champs de canne dans le centre de l'île où on met le feu à la paille qui est à la base de la canne avant de la récolter. Ce sont juste les méthodes de récolte qui ont évolué depuis 2 siècles en utilisant des engins spectaculaires. Une usine fonctionne encore dans les faubourgs de Kahului. Les volumes se réduisent d'année en année, même si la qualité du sucre issu de l'île est vraiment très bonne. L'accès au sud de l'île par la côte est est devenu une sorte d'expédition.
La route est certes petite et comporte de très nombreux lacets, mais certains tours opérateurs ont accentué le côté sauvage et aventureux de ce périple plus que de raison. Les volumes de pluie dans cette partie de l'île sont conséquents. La végétation est d'une densité exceptionnelle. Les paysages sont restés sauvages. Les blocs de lave sur certaines plages indiquent que Maui a les mêmes origines que ses voisines. Le village de Keanae est on ne peut plus paisible. Ses champs et jardins fertiles se transmettent à l'intérieur des familles depuis plusieurs générations. Son église, construite en pierre de lave en 1860, ajoute encore à l'atmosphère particulière des lieux. La pluie est souvent invitée sur cette route vers Hana. La végétation en est une preuve, tout comme les cascades géantes qui dévalent les reliefs des environs. Un rayon de soleil salue l'arrivée sur Hana. La forêt disparaît peu à peu. La plage est toujours aussi marquée par la lave. Aussi étrange que cela puisse paraître, Hana a connu une histoire mouvementée. Au XIVe siècle, c'était l'épicentre de l'île. Elle abritait des chefs très conquérants qui n'hésitaient pas à marcher sur Lahaina ou Wailaku. En 1849, c'est la canne à sucre qui va à nouveau modifier complètement le paysage. Aujourd'hui, des fermes bio prospèrent tranquillement. L'occasion de découvrir un plat traditionnel. On appelle ça le poke bowl. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est surtout composé de riz complet avec du poki. Le poki, c'est du poisson cru, du poisson frais pêché à Hana. Il y a aussi du kukui, ce sont des noix traditionnelles, et aussi du limo, c'est-à-dire des algues. Voilà, ça c'est vraiment un plat traditionnel d'ici. Nous avons aussi des chasseurs ici. Ils ramènent des porcs, des oies, des biches, donc il y a de la viande aussi, mais ils pêchent également. On a du poisson ici. Ça n'a rien à voir avec les quantités que nous avions par le passé. Et la taille des poissons que nous sortons est aussi surveillée. Hana, c'est la partie la plus humide de Maui, là où vous êtes maintenant. Moins développé que sur Big Island, plusieurs ranchs profitent des conditions climatiques pour élever du bétail avec succès. Au fur et à mesure que l'on approche de l'extrémité sud de l'île, le sable a disparu et la roche volcanique est encore plus présente. Lorsque les pluies marquent une pause bienvenue, les cascades restent à la hauteur de leur réputation. Après Kippaolu, l'île s'aère, dévoile des espaces plus importants. L'église d'Ui Aloha, battue par les vents et les embruns, date de 1859. Elle fait face au volcan encore dissimulé sous les nuages. Les anciennes coulées de lave qui remontent pourtant à 1750 n'ont laissé qu'une herbe brûlée par le sel marin et le soleil. En remontant sur Waiakoa, on distingue la partie nord de Maui qui apparaît alors comme une presqu'île. Difficile d'imaginer que les principales éruptions du Haleakala ont eu lieu entre le XVe siècle et 8000 ans avant Jésus-Christ, tant les champs de lave semblent récents. Son sommet est à 3000 mètres d'altitude. Avec ses 9,5 km de long, sa caldeira offre un spectacle unique. Sur la partie est de son sommet, un complexe astronomique profite des conditions privilégiées.
Sur la côte ouest, même si le volcan n'est pas très éloigné, l'ambiance tropicale a repris le dessus avec de longues plages de sable. On y vient en famille pour profiter de la fraîcheur de la fin de journée. Sur la côte nord-ouest, Lahaina est une ville importante de Maui. Historiquement, le roi Kamehameha, après avoir unifié toutes les îles, prit Lahaina comme base stratégique. Elle resta la capitale de l'archipel jusqu'en 1845. Il reste quelques vestiges de cette époque. Les Hawaïens sont très attachés aux sculptures en bois ou en pierre, qu'elles représentent des dieux ou encore des animaux, sans pour autant que les touristes en comprennent le sens. Nous leur expliquons de quoi il s'agit. Donc lorsqu'ils achètent, cela a une signification. Chaque objet a un sens différent. Par exemple, la tortue à Hawaï est synonyme de longévité et de bonne santé. On leur explique ce que c'est. Ce n'est pas uniquement un souvenir, mais quelque chose qui a du sens. Vers 1840, Lahaina était un port important pour la pêche à la baleine. Pas uniquement pour Hawaï, mais pour tout le Pacifique. Il pouvait y avoir des centaines de bateaux dans le port en pleine saison de pêche. La côte est est plutôt chargée en complexes hôteliers, mais il existe des baies protégées et connues des seuls initiés. C'est là que réside un des personnages emblématiques de la surf culture. John Severson, le fondateur du légendaire magazine Surfer en 1959, a été un des premiers à surfer avec les Hawaïens sur la côte nord d'Oahu. Les Hawaïens avaient déjà bien développé les planches de surf dans les années 30. Puis après, dans les années 40 et 50, ils ont amélioré les formes. Et ce qui est certain, c'est que tout en étant un sport, c'est surtout un style de vie. John Severson, qui vient de publier Surf, le témoignage de toute une vie, est un artiste complet, photographe, cinéaste reconnu. Il a aussi peint les vagues qui l'ont fasciné tout au long de ces années. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a dessiné de nombreuses chemises, au point de devenir une des références en matière de chemises hawaïennes. Ça a été une expérience très amusante, après une longue période consacrée au surf pur et dur, et de pouvoir apporter une autre dimension à l'esprit et à la culture surf. Les chemises étaient populaires aux États-Unis, en Californie, en Floride, et bien sûr ici. Et quel est votre préféré? Oh, ce n'est pas forcément du surf. Mais celle-ci a demandé une gravure très importante. Vraiment un gros travail. Mais c'est une chemise confortable et facile à porter. Comme pour aller dans le sens de John, à la sortie de Lahaina, tous les matins, les anciens profitent d'une houle tranquille pour partager une passion qui va bien au-delà du surf. Dès le moment où vous ressentez la première glisse sur l'eau, propulsé par votre première vague, vous êtes alors piqué pour la vie et vous devenez un surfeur pour toujours. C'est ainsi que s'achève notre périple dans cet archipel du Pacifique souvent qualifié de paradis.
où les légendes prospèrent au rythme des alizés, dans une nature à la hauteur de la puissance que dégagent ces îles.